Oui, on leur donne, leur chance peut-être plus vite, mais il y en a beaucoup On plus. croyait tout savoir d'elle. Michel Morgone, les plus beaux yeux du cinéma français, cette icône figée dans la mémoire collective comme une apparition d'élégance et de douceur. Ses regards ont traversé l'écran comme des éclairs bleus, hypnotisant des générations de spectateurs. Elle était l'actrice des rêves, des illusions, des amours tragiques, une légende presque intouchable. Mais derrière cette perfection glacée, il y avait des fissures. Derrière la silhouette gracile, des blessures silencieuses. Car même les reines du grand écran connaissent la morsure des rancunes. On la disait discrète, toujours mesurée, étrangère aux querelles mondaines. Pourtant, dans l'ombre des plateaux, Michel Morgan a connu la trahison, la rivalité et la colère muette. À l'heure où sa carrière touchait à sa fin, alors que ses yeux s'étaient voilés par les ans mais brillaient encore d'une lucidité cruelle, elle laissa tomber le masque. Oui, elle aussi avait ses ennemis. Oui, elle aussi avait des visages qu'elle refusait de croiser, des noms qui lui serraient la gorge, des souvenirs qu'elle aurait voulu effacer à jamais. Ce n'étaient pas de simples désaccords de tournage. Non, c'étaient des cicatrices profondes, des blessures d'orgueil, des humiliations impossibles à pardonner. Derrière son sourire feutré, elle gardait la mémoire intacte des affronts subis. Chaque mot méprisant, chaque geste condescendant, chaque regard hostile, tout restait gravé dans le bleu de ses yeux. Et le plus troublant, c'est qu'elle ne chercha jamais à les effacer. Elle les conservait comme des trophées inversés, comme les témoins de sa fragilité et de sa force. Parce que c'est aussi cela, Michel Morgan, une femme qui, malgré l'apparente sérénité, ne pouvait oublier. Et aujourd'hui, à 94 ans, dans un souffle presque solennel, elle révélait enfin les 5 artistes qu'elle ne pouvait pas voir en peinture. Numéro 1, Jean Gabin. Ils formaient un couple de cinéma à couper le souffle. Dans Remorque de Jean Grémillon, sorti en 1941, le public les voyait enlacés sous la pluie, les visages baignés de lumière, la passion vibrant dans chaque plan. Michel Morgan, 20 ans à peine, incarnait la pureté et la fragilité. Jean Gabin, lui, portait déjà cette aura d'homme fort, viril, enraciné dans le peuple. Ensemble, ils représentaient l'alchimie parfaite, le rêve du spectateur. Mais derrière la caméra, c'était une autre histoire. Gabin régnait en maître absolu. Sur le plateau, il n'était pas seulement l'acteur principal. Il était une présence qui imposait le silence. Sa voix, grave et tranchante, couvrait celle des autres. Morgane, timide, réservée, devait se faire petite pour exister à ses côtés. Elle admirait son talent, bien sûr, mais elle étouffait sous son ombre. Les répétitions étaient marquées par les ordres secs de Gabin. Quand elle hésitait sur une réplique, il lâchait un soupir d'agacement. Quand elle proposait une nuance, il tranchait. Non, on fait comme ça. Aux yeux de l'équipe, il restait le héros national, l'acteur que toute la France adorait. Mais pour Morgane, chaque journée devenait une épreuve de plus. Une fois, lors d'une scène tendue, elle osa contester une indication. Gabin tourna son regard de glace vers elle, ce regard qui avait déjà fait plier tant de partenaires, et lâcha d'une voix sèche « Tu es jolie, mais tu ne sais pas ce que c'est que le cinéma. » Cette phrase, elle ne l'oublia jamais. Elle l'a reçue comme une gifle, en silence, les yeux embués. Derrière les projecteurs, son cœur battait à toute vitesse. Le public, lui, ne voyait que la magie de leurs étreintes, mais Morgane savait déjà. Entre eux, quelque chose s'était brisé. Elle comprit alors que l'écran pouvait mentir, que l'amour ardent d'un couple de fiction pouvait cacher un mépris glacé dans la réalité, et que, face à Jean Gabin, elle ne serait jamais une égale, mais seulement une présence tolérée. Après Remorque, les rumeurs avaient déjà circulé. On murmurait que Michel Morgan et Jean Gabin ne s'adressaient plus la parole une fois la caméra coupée. Elle, froide et distante. Lui, bouillonnant, cassant dans ses répliques. Mais le public voulait y croire. L'alchimie qu'ils avaient vue à l'écran devait bien être réelle, n'est-ce pas? La vérité, c'est qu'après le tournage, Morgane jura de ne plus jamais revivre une telle humiliation. Elle avait encaissé les remarques acides, les soupirs méprisants, les ordres aboyés comme si elle était une débutante sans valeur. Elle savait pourtant ce qu'elle valait, une actrice subtile, sensible, capable d'exprimer les nuances que d'autres ignoraient. Mais face à Gabin, tout s'effaçait.
Dans une interview bien plus tard, elle lâcha, presque en chuchotant, « Gabine ne supportait pas la fragilité. Or, c'est ce que j'incarnais. Nous étions faits pour briller à l'écran, mais pour nous déchirer dans la vie. » Les scènes de dispute dans le film n'avaient même plus besoin d'être jouées. Elles étaient vécues. Les techniciens racontaient que l'atmosphère devenait glaciale dès que les deux acteurs entraient en studio. Morgan ne levait plus les yeux vers lui. Gabin, lui, s'agaçait de cette réserve qu'il prenait pour de l'arrogance. C'était un duel silencieux, mais impitoyable. Et quand la guerre éclata, leurs destins se séparèrent. Gabin partit s'engager, se forgeant une image de héros. Morgan, elle, prit le chemin de l'exil vers Hollywood. Beaucoup crurent que la distance effacerait leur rancune. Mais non. Lorsque leurs noms réapparaissaient côte à côte dans la presse, Morgan détournait le regard. Elle refusait de commenter. On raconte qu'un soir, bien des années plus tard, lors d'une réception à Paris, leurs regards se croisèrent brièvement. Gabin, vieilli mais toujours imposant, fixa Morgan à travers la salle. Elle, sans un mot, tourna les talons et quitta le lieu. Le silence pesant de ce geste fut plus violent qu'une dispute. Il n'y eut pas d'explication, pas de réconciliation. Entre eux, il resta une fracture. Le cinéma leur avait offert une illusion d'amour éternel. Mais dans la mémoire de Michel Morgan, Jean Gabin demeura cette plaie à vif, ce partenaire admiré, mais jamais pardonné. Numéro 2. Danielle Darieux. C'était l'autre reine. L'autre visage que le public français adulait dans les années 40. Danielle Darieux, espiègle, souriante, légère comme une chanson d'été. Michel Morgan, elle, incarnait la gravité, le mystère, la beauté grave. Deux univers, deux tempéraments, mais une même époque, un même trône à conquérir, celui de la star absolue. La presse s'en délectait. Les magazines opposaient sans cesse leurs portraits, les photographes cherchant à capter la moindre mimique. Qui est la véritable muse de la France ? Demandait-on dans les colonnes de Ciné-Monde. Darieux avait pour elle cette fraîcheur insouciante, cette énergie pétillante qui séduisait les réalisateurs de comédie. Morgan, au contraire, hypnotisée par son intensité dramatique. Elles étaient comme le jour et la nuit. Dans les coulisses, cette rivalité médiatique devint un poison. Chaque rôle convoité par l'une semblait aussitôt proposé à l'autre. Quand Morgan reçut l'accolade du Festival de Cannes en 1946, Darieux aurait lancé, à demi-mot, « Le cinéma aime les visages tristes. » Mais combien de temps encore ? Morgan ne répondit rien, mais en elle, la phrase résonna comme une gifle. Leur rencontre mondaine était glaciale. Au dîner, elles s'ignoraient, chacune entourée de son cercle d'admirateurs. Un sourire poli, jamais plus. Morgan n'aimait pas la légèreté de Darieux, qu'elle jugeait superficielle. Darieux, de son côté, trouvait Morgan trop distante, presque hautaine. Deux miroirs qui se renvoyaient des reflets acides. Un soir de gala, au Théâtre des Champs, Élysée, un journaliste imprudent osa les asseoir côte à côte pour une photo. Le cliché fit la une. Deux beautés figées, deux regards qui ne se rencontraient pas. Le public y vit de la tension dramatique. Morgan, elle, y voyait une vérité, elle ne supporterait jamais cette proximité. Le cinéma français, cruel, les plaça dans une compétition permanente. Ce duel invisible devint l'une des blessures les plus persistantes de Morgan. Car, au fond, Danielle Darieux représentait tout ce qu'elle n'était pas. La facilité, la légèreté, la comédie qui séduit les foules. Pour Michel, c'était insupportable. Les années passèrent, mais la rivalité ne s'éteignit jamais. Au contraire, elle s'aiguisait au fil des décennies. Chaque succès de l'une résonnait comme une blessure pour l'autre. Quand Darieux triompha dans Madame II, de Max Ophüls, la critique la couronna, l'incarnation de la grâce. Dans l'ombre, Morgan lisait ses éloges avec une amertume glacée. Pour elle, ce rôle aurait dû, lui revenir. Mais les producteurs préféraient la légèreté brillante de Danielle. Les festivals, les cérémonies, les remises de prix, tout devenait un champ de bataille silencieux. On raconte qu'au Festival de Cannes de 1955, elles se croisèrent dans un couloir. Darieux, radieuse, entourée d'admirateurs, croisa Morgan qui avançait seule, la tête haute. Un instant de silence tendu, deux regards qui s'affrontent, sans un mot. Puis Morgan détourna les yeux, glacial.
La presse ne remarqua rien, mais ceux qui étaient là se souviennent encore de l'électricité dans l'air. Pour Morgane, Darieux n'était pas seulement une concurrente. Elle symbolisait une injustice, celle d'un cinéma qui semblait préférer la légèreté aux émotions profondes. Elle voyait dans le succès de sa rivale la négation de sa propre intensité. C'était insupportable. La rancune s'accrut avec le temps. Dans les années 60, alors que Morgane voyait ses propositions de rôle se raréfier, Darieux continuait à tourner, à chanter, à séduire. Ce contraste lui était insupportable. Elle se souvenait des sourires malicieux, des phrases apparemment anodines qui cachaient un venin subtil. « Cher Michel, vous êtes si belle dans les tragédies, mais moi, j'aime faire rire. » Cette phrase, Morgane ne la pardonna jamais. Elle y voyait une provocation, une manière de dire « Tu es prisonnière de ton image, moi je suis libre. » Le temps ne fit rien pour adoucir cette rivalité. Même à l'âge avancé, interrogée sur ses contemporaines, Morgane parlait de Daniel Darieux avec une froideur coupante. Elle ne disait pas de mal directement, non. Mais son silence, ses détours de phrases, en disaient long. Elles n'échangèrent jamais de véritables mots d'amitié. Pas une confidence, pas une main tendue. Seulement une rivalité tacite, transformée en mur infranchissable. Et dans le cœur de Michel Morgane, ce mur resta debout jusqu'à la fin. Numéro 3. Marcel Carné. Travailler avec un génie peut être une bénédiction, ou une malédiction. Pour Michel Morgane, Marcel Carné fut les deux à la fois. Il représentait ce cinéma poétique des années 30 et 40, celui qui transformait la misère en beauté, les ruelles en théâtre. Tous rêvaient d'être dirigés par lui. Morgane aussi. Elle voyait dans ce réalisateur, exigeant une chance d'élever encore son art. Mais dès les premiers jours de tournage, l'illusion se brisa. Carné n'était pas un guide bienveillant, il était un tyran du plateau. Chaque geste, chaque intonation devait être refait, corrigé, repris encore et encore. Morgane, habituée à être respectée pour sa sensibilité, se sentit réduite au rang de marionnette. « Plus de passion, moins de retenue !» criait-il. Puis, l'instant d'après, « Non, trop de pathos !» Elle ne savait plus où placer sa voix, ses larmes, son regard. Chaque jour ressemblait à une épreuve d'endurance. Le plateau, saturé de projecteurs, devenait une cage. Les techniciens se souviennent de ces scènes interminables où Morgane devait rejouer une réplique 15 fois de suite. Elle sortait de champ, épuisée, le visage trempé de sueur, les mains tremblantes. Carné, implacable, ne cédait rien. « Elle a de beaux yeux, mais encore faut-il qu'il dise ce que je veux », lâcha-t-il un jour, devant toute l'équipe. Cette phrase, comme un coup de couteau, resta gravée dans la mémoire de l'actrice. La collaboration, au lieu d'être un moment de grâce, se transforma en cauchemar. Morgane n'avait plus de plaisir à jouer. Chaque plan devenait une bataille contre elle-même, contre lui. Elle sentait qu'il ne la voyait pas comme une artiste, mais comme une matière brute à sculpter jusqu'à la douleur. Le soir, dans sa loge, elle s'effondrait parfois en larmes, seule, maquillage encore collé sur la peau. Elle pensait « Est-ce cela, travailler avec un maître ?» Les tensions ne firent que s'aggraver. Plus les jours passaient, plus Michel Morgane se sentait prisonnière. Marcel Carné exigeait toujours davantage. Rien ne semblait jamais suffisant. Sa manière de parler, tranchante, humiliante parfois, la blessait en plein cœur. Pour un sourire qu'il jugeait trop discret, il faisait recommencer la scène. Pour une larme arrivée une seconde trop tôt, il coupait net. Ce n'est pas du cinéma, c'est du théâtre de province. Les techniciens, les maquilleuses, tous assistaient, impuissants, à cette guerre froide entre le maître et sa muse récalcitrante. Morgane, habituellement douce et docile, commençait à se raidir. Elle ne supportait plus cette manière d'être traitée comme une apprentie maladroite. Elle avait déjà triomphé à Cannes, déjà été acclamée comme la révélation du cinéma français. Pourquoi devait-elle subir cette torture ? Un soir, en sortant du plateau, elle confia à un ami proche « Je préfère tourner avec un acteur hostile plutôt que sous la coupe d'un réalisateur qui vous écrase. Gabin au moins me méprisait en face. Carné, lui, me brise de l'intérieur. » Cette phrase révèle toute l'ampleur de la blessure. Car Gabin l'avait humilié d'un mot, mais Carné l'éteignait à petit feu. Jour après jour, il rongeait sa confiance. Elle n'osait plus improviser, plus inventer.
Elle jouait avec la peur au ventre, l'angoisse de ne jamais être suffisante. Le film fut achevé, salué par la critique, applaudi par certains comme une œuvre d'art. Mais pour Morgane, il resta associé à la douleur. Elle ne garda aucun souvenir heureux de ce tournage. Plus tard, quand on lui proposa de retravailler avec Carnet, elle refusa catégoriquement. « Jamais plus », dit-elle. Et ce « jamais plus » n'était pas une simple décision professionnelle. C'était une cicatrice intime. À chaque fois qu'elle entendait son nom, un frisson d'amertume la parcourait. Pour elle, Marcel Carnet n'était pas seulement un réalisateur de génie. Il était aussi l'homme qui lui avait volé le plaisir de jouer. Ainsi, derrière l'image immaculée de l'actrice aux yeux bleus, se cachait une vérité sombre. Même les plus grands cinéastes pouvaient laisser dans sa mémoire la trace d'un supplice. Et Michel Morgane ne pardonna jamais cette blessure-là. Numéro 4. Gérard Philipe. Il était le prince charmant du cinéma français d'après-guerre. Gérard Philipe, auréolé d'une beauté juvénile, d'un charme désarmant, devenait l'idole d'une génération. Les spectateurs voyaient en lui l'incarnation de la jeunesse éternelle, du romantisme à fleur de peau. Et lorsqu'on annonça qu'il tournerait avec Michel Morgane, le public se réjouit. 2 étoiles enfin réunies, 2 mythes appelés à briller côte à côte. Mais dès les premiers jours de tournage, Morgane sentit que quelque chose clochait. Gérard Philipe, sous son apparence douce, cachait un tempérament imprévisible. Là où elle préparait ses rôles avec minutie, analysant chaque geste, chaque silence, lui arrivait sur le plateau avec une désinvolture désarmante. Il improvisait, se laissait porter par l'instant, les réalisateurs l'adoraient pour cette spontanéité. Morgane, elle, y voyait une légèreté insupportable. La première scène d'amour qu'ils partagèrent devint un cauchemar pour elle. Alors qu'elle cherchait à exprimer toute la gravité du moment, Philippe éclata de rire entre 2 prises, comme un adolescent distrait. Le contraste était insupportable. Morgane, crispée, perdit son souffle. Elle comprit qu'ils n'étaient pas faits pour jouer ensemble. Dans les couloirs du studio, elle se plaignait à voix basse. Comment peut-on construire une émotion vraie avec quelqu'un qui ne prend rien au sérieux? Les techniciens, eux, voyaient l'envers du décor. Morgane, tendue, répétant seule ses répliques avec acharnement. Philippe, insouciant, plaisantant avec l'équipe, distribuant des sourires. 2 univers irréconciliables. Un soir, après une longue journée, Morgane craqua. Elle lui lança, d'une voix glaciale, « Le cinéma, Gérard, ce n'est pas un jeu d'enfant. » Il répondit avec un sourire narquois, « Et si, Michel? Le cinéma, c'est avant tout jouer. Toi, tu oublies de jouer. » Cette phrase résonna comme une gifle. Pour Morgane, qui voyait son métier comme un art sacré, entendre cette désinvolture était une offense. Elle sut, à cet instant précis, que leur collaboration était condamnée. Le tournage vira rapidement au désastre. Les scènes entre Michel Morgane et Gérard Philipe, que les producteurs espéraient ardentes et inoubliables, se transformaient en duel invisible. Elle, tendue comme une corde prête à rompre. Lui, joueur, insouciant, multipliant les improvisations. L'alchimie attendue se brisa devant les caméras, et le film en porta la marque. Un projet attendu comme un chef-d'œuvre devint un échec amer. Dans les critiques, certains relevèrent la froideur de Morgane, d'autres l'inconsistance de Philippe. Aucun ne parla de leur guerre muette, mais tous sentirent qu'il manquait quelque chose. Le public voyait 2 astres qui, au lieu de s'attirer, se repoussaient. Morgane, blessée dans son orgueil, vécut cette expérience comme une humiliation. Elle, qui avait bâti sa légende sur la gravité et la sincérité, se voyait associée à un échec. Dans son esprit, la faute revenait à Gérard Philipe. Sa désinvolture, son refus de la rigueur, son sourire trop facile. Tout cela avait ruiné le film et terni son image. Un soir, lors d'une projection privée, elle refusa même de rester jusqu'à la fin. Au milieu de la séance, elle se leva, le visage fermé, et quitta la salle. On lui demanda pourquoi. Sa réponse fut brève, tranchante. « Je n'ai pas besoin de revoir mes naufrages. » Jamais plus elle n'accepta de tourner avec Gérard Philipe. Et quand on évoquait son nom en sa présence, un voile passait dans ses yeux, comme une ombre bleue. Elle reconnaissait son charisme, sa popularité immense, mais derrière ces mots polis, une rancune froide persistait. Ironie tragique. Gérard Philipe mourut jeune,
à 37 ans seulement. La France entière pleura son prince éternel. Michèle Morgan, elle, resta silencieuse. Aucune déclaration publique, aucun hommage appuyé. Elle se contenta d'une phrase, lâchée en privé, « On pleure un homme. Moi, je n'ai jamais cessé de pleurer un partenaire impossible. » Ce silence, plus que tout discours, révéla la vérité. Derrière les sourires de façade, Morgane avait gardé cette blessure intacte. Dans son panthéon secret des artistes qu'elle ne pouvait pas voir en peinture, Gérard Philipe occupait une place indélébile. Numéro 5. Brigitte Bardot. Quand Brigitte Bardot explosa sur les écrans au milieu des années 50, Michèle Morgan avait déjà derrière elle 2 décennies de gloire. Morgan, c'était la beauté classique, la retenue, la profondeur. Bardot, c'était l'insolence, la provocation, le corps libéré qui scandalisait autant qu'il fascinait. 2 visages d'une France qui changeait, l'un enraciné dans l'élégance d'avant-guerre, l'autre propulsé dans la modernité effervescente des 30 Glorieuses. La presse, une fois encore, se délecta de l'opposition. La sagesse contre la rébellion, titra un magazine. On comparait leurs regards. Les yeux bleus profonds de Morgane, fenêtre de l'âme, contre les yeux félins de Bardot, promesse de scandale. Et dans ce jeu cruel des médias, Morgane comprit vite qu'elle ne pouvait pas rivaliser. Le temps avait changé de camp. Leurs chemins se croisèrent lors d'événements mondains. Bardot arrivait en robe courte, cheveux au vent, riant d'un rire éclatant. Morgane, élégante dans ses tailleurs sobres, observait de loin cette tornade blonde qui attirait tous les flashs. Elle se sentait étrangère dans cette agitation. « Ce n'est pas du cinéma, pensa-t-elle un jour, c'est du cirque. » Dans une interview confidentielle, Morgane aurait glissé « Bardot, elle ne joue pas, elle s'exhibe. » Cette phrase, sèche comme un couperet, traduisait toute son amertume. Car, pour Morgane, l'art de l'acteur était sacré, une alchimie subtile d'émotion et de silence. Voir une jeune femme conquérir le monde par la provocation et la sensualité lui semblait une trahison de ce qu'elle avait défendu toute sa vie. Lors d'un gala parisien, les 2 femmes furent placées à la même table. Le malaise était palpable. Bardot, insouciante, parlait fort, plaisantait, attirait tous les regards. Morgane resta figée, distante, le sourire figé. Une témoin raconta plus tard. On aurait dit 2 mondes qui ne pouvaient pas coexister. Ce soir-là, Morgane comprit définitivement que Bardot représentait tout ce qu'elle détestait, l'irrespect des codes, la brutalité de la modernité, l'effacement des traditions du cinéma classique. Dans son cœur, une rancune froide s'installa. Avec le temps, la fracture devint un abîme. Tandis que Brigitte Bardot accumulait les triomphes et Dieu, créa la femme, la vérité Michèle Morgan observait ce raz-de-marée médiatique avec un mélange de méfiance et de dédain. Bardot n'était plus seulement une actrice. Elle était devenue un symbole, un mythe charnel qui échappait à toutes les règles. Et pour Morgane, c'était insupportable. Elle voyait dans cette ascension une menace directe pour tout ce qu'elle représentait. Son propre cinéma, celui de la retenue, de la poésie et de la dignité, semblait soudain daté, presque désuet. Bardot incarnait une nouvelle ère où l'audace primait sur la subtilité. Et cette ère balayait tout sur son passage. Lors d'une conférence de presse, un journaliste osa poser la question qui brûlait toutes les lèvres. « Madame Morgan, que pensez-vous du phénomène Bardot ?» Elle marqua une pause, ses yeux bleus fixant le vide, puis répondit d'une voix calme mais tranchante, « Ce n'est pas mon cinéma. » Ces 4 mots résonnèrent comme une condamnation. Ce n'était pas seulement une divergence artistique, c'était un rejet total. Morgane ne voulait pas de ce monde de scandale et de nudité affichée. Elle refusait cette révolution qui lui volait la place qu'elle croyait acquise. Les années passèrent, mais l'amertume resta. Même lorsque Bardot abandonna le cinéma pour se consacrer à la cause animale, Morgane ne montra jamais la moindre indulgence. À ses yeux, Bardot avait sali l'image de l'actrice française, transformant l'art en provocation. Dans ses dernières interviews, Morgane évitait soigneusement son nom. Et quand elle était contrainte de l'évoquer, son ton se glaçait. « Elle appartient à une autre époque », disait-elle simplement, mais derrière cette formule polie se cachait un jugement définitif. À 94 ans, lorsqu'elle confia enfin les noms de ceux qu'elle ne pouvait pas voir en peinture, Brigitte Bardot apparut sans surprise dans la liste. Pour Morgane, elle était l'incarnation d'un affront générationnel, le symbole d'un cinéma qu'elle n'avait jamais voulu reconnaître.
Ainsi s'acheva une rivalité silencieuse, froide, implacable. Deux visages, deux époques, deux France qui ne se sont jamais réconciliées. Elle s'éteignit à 86 ans, dans le calme d'une maison de Meudon, loin des projecteurs. Ses yeux, qui avaient été célébrés comme les plus beaux du cinéma français, s'étaient fermés sur un monde qu'elle avait tant aimé et tant détesté. Car derrière l'icône, il y avait une femme de chair et de blessure, qui n'oubliait rien. Jean Gabin, le partenaire admiré devenu l'ombre humiliante. Daniel Darieux, la rivale de toujours, miroir cruel d'une époque. Marcel Carné, le maître qui avait brisé sa confiance sous le poids de son génie tyrannique. Gérard Philippe, le prince juvénile dont la légèreté avait terni une œuvre commune. Brigitte Bardot, enfin, symbole d'une génération qu'elle refusait de reconnaître. 5 noms, 5 cicatrices. 5 visages qu'elle n'avait jamais pu supporter. Et pourtant, la grandeur de Michèle Morgan est d'avoir gardé ce silence jusqu'au crépuscule. Elle n'a jamais transformé ses rancunes en scandale public. Elle les a portées comme des secrets intimes, comme des ombres derrière ses yeux clairs. C'est seulement à l'approche de la fin qu'elle osa les révéler, non pas pour se venger, mais pour dire la vérité d'une vie. Même les plus belles légendes connaissent des blessures invisibles. Dans ces derniers instants, ceux qui l'approchaient disaient qu'elle parlait peu, mais que ses regards suffisaient à raconter un siècle de cinéma. Ses yeux avaient vu la gloire, les honneurs, les amours, les trahisons. Ils avaient brillé sous les feux des plateaux et s'étaient assombris sous le poids des rancunes. Alors, lorsqu'elle prononça enfin ces noms, ce n'était pas une confession amère. C'était une libération, comme si elle rendait au passé ce qui lui avait volé, comme si elle refusait de partir en emportant encore ce fardeau. Elle ne se réconcilia jamais avec eux. Elle ne chercha pas à effacer les blessures. Elle les accepta comme faisant partie de son histoire, aussi essentielle que ses triomphes. Parce que la vérité, c'est que la lumière n'existe jamais sans l'ombre. Et peut être qu'au fond, Michèle Morgan savait que ses yeux resteraient immortels, non pas pour ce qu'ils avaient admiré, mais aussi pour ce qu'ils avaient refusé de voir. Elle n'a jamais reparlé à certains d'entre eux, mais peut être que le silence était déjà une réponse.